Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de réflexions et de questions qui peuvent se poser par l'arrivée de la prophylaxie pré-exposition ou PrEP en Afrique de l'Ouest. En élément de contexte, la dernière décennie a été quand même marquée par une biomédicalisation accrue de la prévention dans le champ du VIH, autour de la circoncision masculine qui vient d'être évoquée, du traitement comme moyen de prévention ou TASP, cette prophylaxie pré-exposition, mais également des recherches portant sur les microbicides et la vaccination. Cette biomédicalisation accrue, elle se fonde en partie sur des concepts qui sont déjà connus. Par exemple, le rôle des antirétroviraux dans la transmission de la mère à l'enfant sont étudiés depuis très longtemps, et dans d'autres pathologies, on a d'autres approches de prophylaxie, comme par exemple dans le paludisme. Mais on peut aussi constater que cet engouement pour la recherche sur des approches biomédicales se fonde aussi sur le sentiment de certains acteurs, soit en recherche, soit implémenteurs, d'une forme d'échec des approches comportementales, avec le fait qu'on met souvent en avant une efficacité limitée du préservatif, ou en tout cas le fait qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui n'utilisent pas le préservatif, qu'on n'a pas réussi à éradiquer la transmission uniquement avec des campagnes basées sur les approches comportementales, d'où la nécessité de développer des approches biomédicales. Alors, avant 2014, les résultats obtenus sur la prophylaxie pré-exposition sont en demi-teinte. Vous avez ici présenté un certain nombre d'essais, par exemple dans Femmes PrEP ou Voice, qui sont indiqués en rouge sur cette diapositive. On n'a pas montré d'effet préventif de la prophylaxie pré-exposition. Dans d'autres essais, on va avoir une protection de l'ordre de 44-50%, et on va monter jusqu'à 75% avec l'étude Partner PrEP, mais donc du coup les résultats seront en demi-teinte. Ce qu'on va pouvoir montrer en fait, c'est que ces résultats sont fortement dépendants de l'adhérence des personnes qui sont engagées dans ces essais, et en fait dans plusieurs de ces essais, les personnes ne vont pas forcément prendre leur PrEP de manière régulière, et en fait il y a une corrélation forte entre le fait de prendre correctement une PrEP et la protection qui en est induite. Fin 2014, c'est l'arrivée de deux gros essais, l'essai Hypergay en France et au Canada et l'essai PROD en Angleterre, qui sont menés donc au nord auprès d'homosexuels masculins, et qui vont montrer une efficacité de 86% de réduction de l'incidence du VIH, soit dans le cas d'une PrEP continue, c'est-à-dire avec un cachet par jour dans le cas de l'essai PROD, soit dans le cas d'une PrEP dite à la demande, avec prise de cachet autour des rapports sans préservatif, dans le cas d'Hypergay. Et les résultats vont être annoncés fin 2014, notamment autour de la conférence HIV Research for Prevention, présentée officiellement à la CROI en février 2015. Une réunion d'experts à l'OMS s'est réunie pour discuter des nouvelles recommandations en juin, et dès septembre 2015, l'OMS va faire de nouvelles recommandations, recommandant du coup la PrEP orale à base de tenofovir, et dans les recommandations pour les populations dites à risque substantiel, en définissant provisoirement ces populations à risque substantiel comme les populations qui ont une incidence d'au moins 3%, et ces recommandations s'accompagnent d'une demande de recherche opérationnelle pour guider la mise en œuvre effective de cette recommandation auprès de différentes populations et dans différents contextes. Alors, cette question d'incidence de 3% interroge, c'est pour quelle population dans les contextes africains. Première population qui est envisagée, c'est la question des homosexuels masculins, puisque c'est celle pour chez qui on observait la meilleure efficacité dans les pays du Nord, mais aussi parce que ce que tendent à montrer un certain nombre d'études qui ont été faites auprès de cette population, c'est que ceux qui vont avoir le plus tendance à être recrutés et entrer dans des services de santé communautaire sont aussi les plus exposés et ceux qui ont les incidences les plus élevées. On pense également aux travailleuses du sexe. Mais là, le critère de 3% est beaucoup plus difficile à établir. Dans des cohortes de travailleuses du sexe qui sont avec des femmes qui sont déjà engagées régulièrement dans un suivi clinique, on observe par exemple dans la cohorte Irélon au Burkina Faso une incidence de 0%. Autrement dit, les femmes qui rentrent déjà dans les services de santé, dans les cliniques communautaires, a priori, savent déjà utiliser le préservatif et n'auraient pas cette incidence de 3%. Mais avec une plus grosse incertitude pour des femmes qui sont beaucoup plus distantes des services de santé, qui n'y rentrent pas et qui, elles, seraient beaucoup plus exposées. On suppose, en tout cas, plusieurs études tendent à montrer que la période critique d'exposition pour les travailleuses du sexe sont les premières années d'entrée dans cette pratique.
Enfin, il y a toute une discussion autour des jeunes femmes. Est-ce qu'elles constituent ou non une population cible pour les programmes de PrEP? Ce qui se passe, c'est que dans un contexte d'Afrique australe, on a des incidences de plus de 3% en population générale chez les jeunes femmes, et donc on est tout à fait dans le critère OMS. Par contre, dans les contextes ouest-africains, on n'a pas chez l'ensemble des jeunes filles une incidence de 3%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes filles qui sont particulièrement exposées, mais ce n'est pas toutes les jeunes filles dans leur globalité, en tout cas sur ce critère OMS. En fait, on a une situation qui est hétérogène d'un contexte épidémiologique à un autre. On pourrait aussi évoquer la question des migrants, des consommateurs de drogue, des jeunes hommes dans les contextes d'Afrique australe. Il se trouve que les populations que l'on cherche à atteindre ne sont pas forcément les populations qui fréquentent déjà les structures existantes, mais surtout que les catégories épidémiologiques d'exposition ne correspondent pas forcément à des groupes sociaux constitués, ni forcément à des points d'entrée pour atteindre ces populations. De plus, ce critère d'incidence de plus de 3% pose question. En effet, c'est un critère populationnel et non pas individuel. On ne peut mesurer une incidence qu'à l'échelle d'un groupe et non pas au niveau d'une personne. Et donc, comme on l'a vu, ça induit, même dans le cadre des populations clés dans le langage OMS, à rechercher en fait des sous-groupes à risque dans ces populations. On se rend compte qu'ils se traduisent là où c'est mis en œuvre dans des critères de comportement à risque minimum. Dans le cas de la recherche Hypergay par exemple, un des critères d'inclusion était d'avoir 2 rapports anneaux non protégés dans les 6 derniers mois. Critère qui se justifiait aussi par ce contexte d'étude qui était un essai randomisé contre placebo. Les recommandations du groupe d'experts en France pour la mise en œuvre et l'accès à la PrEP se traduisent finalement par plusieurs indications combinant rapports non protégés ou partenaires d'un groupe à prévalence élevée ou des facteurs physiques d'augmentation du risque. En fait, on a des critères de prise de risque qui sont utilisés pour définir l'accès à la PrEP, ce qui veut dire par exemple que des personnes qui savent déjà utiliser d'autres outils de prévention seraient de facto exclues, puisqu'une personne qui serait utilisatrice de préservatifs mais souhaiterait passer à un autre outil aurait officiellement à mentir, même si on sait que dans la pratique ça peut se faire, au regard des critères, aurait à mentir sur ces pratiques. En soi, on peut considérer que la démarche de faire une demande de PrEP est un indicateur d'exposition, mais est-ce que l'accès à la PrEP doit être fondé sur un échec d'autres outils de prévention, ou est-ce qu'il faudrait plutôt revoir à des critères plus généraux d'exposition au VIH ? Après, comment mettre en place la PrEP dans les contextes ouest-africains? Sur un certain nombre de démarches, d'activités communautaires, si je pense plutôt aux homosexuels masculins ou aux travailleuses du sexe, on va avoir des cliniques qui sont pensées pour la prise en charge des personnes séropositives, pour un suivi régulier, et à côté de ça, des activités de dépistage, mais trop souvent ponctuelles, dans le sens où ce que l'on cherche avant tout, c'est identifier des nouvelles personnes pour les emmener dans une prise en charge régulière pour les personnes VIH positives. Et donc, cette majorité des programmes aujourd'hui, par les bailleurs, est focalisée sur le seul suivi des positifs et un dépistage donc centré sur l'identification des nouveaux cas. Dans le cas de la PrEP, ça nécessite de penser un suivi médical régulier pour les personnes qui sont négatives. La PrEP nécessite à minima un suivi trimestriel. Il s'agit donc de repenser une partie de nos programmes et dans tous les cas, le dépistage va être un élément crucial puisque ça restera le point d'entrée d'une offre diversifiée en santé. La PrEP nécessite donc de repenser les programmes pour repenser le suivi et le parcours de soins des personnes séronégatives. Alors, quelle offre de PrEP? Dans le cas des essais d'efficacité, qui sont donc centrés sur des utilisateurs de PrEP, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de mettre en œuvre tout un tas de services à côté, comme un dépistage régulier des VIH, un dépistage et une prise en charge des IST, fournir aussi une prophylaxie post-exposition qui s'est avérée nécessaire, préservatif gel, conseil, suivi, dépistage et vaccination des hépatites. On a donc, la PrEP n'est pas simplement du coup donner du tenofovir, mais un ensemble de services qui sont associés. Le risque, et maintenant qu'on passe des essais d'efficacité à une mise en œuvre pratique, c'est de penser uniquement à des programmes PrEP avec ces services associés. Or, les services qui sont proposés aux utilisateurs de PrEP sont aussi nécessaires pour des non-utilisateurs de PrEP. Et si on ne les pense que dans le cas de programmes PrEP, on va donc avoir un obstacle. Il est donc nécessaire de ne pas conditionner l'accès à l'ensemble de ces services à la mise sous PrEP, mais plutôt essayer de repenser l'offre en la centrant sur les besoins des personnes, en ayant une offre globale en santé sexuelle dont la PrEP ne serait que l'un des outils mis à disposition des personnes. Il s'agit d'offrir du choix, essayer de mettre en place dans la mesure du possible des services autour d'un comptoir unique et aussi de penser les choses dans une dynamique.
La PrEP n'est pas forcément pour tout le monde à tout moment, où certaines personnes peuvent déjà rentrer dans un système, une offre de santé régulière, bénéficier de certains services, puis dans un second temps décider d'utiliser ou non une PrEP. Il est donc nécessaire de simplifier l'accès aux services, d'autant plus pour des personnes qui ne sont pas malades ou qui ont d'autres priorités, et dans des contextes où notre cible n'est pas forcément les personnes déjà suivies régulièrement dans les services. Et puis, d'adapter les services aux populations et au contexte. Il me semble crucial de parler de planification familiale, notamment si on s'intéresse aux travailleuses du sexe, pour lesquelles c'est un enjeu particulier, mais on pourrait aussi parler de la gestion des menstrues, la question de la circoncision masculine, qu'est-ce qu'on met en place autour des addictions, ou même de services de santé hors santé sexuelle, si jamais c'est un besoin prégnant pour les populations que l'on vise. La demande, et sans oublier que la demande première des populations que l'on cherche à atteindre, c'est pas forcément la PrEP, c'est quelque chose qui est en train d'émerger par rapport aux travailleuses du sexe. Leur demande première n'est pas forcément autour de la prophylaxie pré-exposition. Alors, où et comment mettre en œuvre ces différents programmes. Aujourd'hui, l'endroit premier auquel on pense dans des contextes ouest-africains serait d'intégrer la PrEP dans les services et les cliniques communautaires. On sait que ces services fonctionnent déjà avec beaucoup de travail autour de pairs éducateurs et d'activités dites d'outreach. C'est un modèle qui est déjà existant, mais on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une pression des bailleurs pour séparer les cliniques en outreach gérées par des pairs éducateurs des activités en clinique, alors que le lien entre les deux va être essentiel. Mais il y a également autre chose que l'on peut prendre en compte. Il y a déjà aujourd'hui d'existants des approches autour de cliniques mobiles qui vont permettre d'avoir des consultations déportées avec un médecin ou une infirmière, sauf que ce type d'interventions ont d'une part du mal à être financées et sont centrées en général autour d'un contact unique. Peut-on, dans le cas de cliniques mobiles, envisager un suivi régulier trimestriel? Jusqu'où peut-on aller dans les services qui sont proposés dans ce contexte? Peut-on atteindre des personnes qui n'iraient pas autrement clinique sans être trop intrusif, à un coût acceptable? Et peut-on convaincre aussi les bailleurs de financer ce type d'approche? Enfin, on peut aussi se poser la question de quel accès à la PrEP dans des structures de santé généralistes, notamment pour des personnes qui ne se reconnaissent pas dans une offre communautaire ou pour lesquelles étant dans d'autres approches identitaires, vont considérer que ce n'est pas pour eux. Et c'est une question qui n'est pas forcément si simple à répondre. En tout cas, la PrEP il va être aussi nécessaire dans nos disciplines de voir dans quelle mesure ça va faire évoluer les normes et les pratiques. Quelle appropriation de cet outil dans les discours et pratiques par les utilisateurs et utilisatrices de PrEP, mais aussi par ceux qui ne vont pas à la PrEP, mais qui seront exposés, ne serait-ce que par le partenaire. Que signifie se protéger dans un contexte de prévention combinée? Encore dans notre colloque, nous avons souvent entendu rapport protégé au sens de rapport avec préservatif. Or aujourd'hui, un rapport protégé, ça peut être un rapport avec préservatif, ou avec un partenaire dont le statut est connu et négatif, ou avec un partenaire positif mais qui a une charge virale indétectable, ou bien lorsqu'on est sous PrEP. C'est-à-dire qu'il faut repenser notre approche de qu'est-ce que c'est qu'être protégé, comment mesurer cela dans nos études sur les comportements préventifs, et comment prendre en compte les trajectoires individuelles et les parcours de santé, puisque les personnes peuvent avoir un recours alternatif à différents outils selon les contextes, selon les partenaires et selon les moments de vie. Comment du coup gérer cette complexité? La PrEP peut-elle remodeler les relations sociales autour de la sexualité? C'est un outil asymétrique de prévention par rapport au préservatif qui permet une plus grande autonomie dans sa gestion personnelle des risques de risque. Mais si moi, être sous PrEP me protège, cela ne protège pas forcément pour autant mon partenaire. Ça peut influer sur les modes de négociation entre partenaires sexuels et en disant je suis sous PrEP donc il n'y a pas besoin de préservatif. Qu'est-ce que ça peut changer dans les rapports de rencontre et de choix des partenaires? Et il y a probablement un parallèle à faire avec les travaux sur la contraception, notamment sur la pilule, puisque ça repose la question de est-ce que je fais confiance à l'autre dans la gestion de la prise de risque ou est-ce que c'est de mon ressort? Quel impact ou non cela peut-il avoir sur le marché sexuel? Dans les critères de choix des partenaires, notamment sur le marché par exemple de la sexualité occasionnelle, ou encore on peut se poser la question, est-ce que ça peut entraîner une évolution des tarifs ou des services proposés dans le cadre du marché du travail du sexe? Enfin, tout cela indique aussi une biomédicalisation croissante de la sexualité. C'est une tendance qui est déjà existante, mais qui est amplifiée par les nouveaux outils de prévention. En un sens, on est en train de penser l'homosexualité ou le travail du sexe comme une condition chronique. Il y a donc une intrusion croissante de la santé publique dans la sphère privée, avec un certain nombre d'enjeux éthiques qui peuvent se poser, et de savoir où est le bon équilibre.
Je dirais donc qu'il y a aujourd'hui un enthousiasme à nuancer autour de la PrEP. C'est un nouvel outil efficace, mais qui n'est pas forcément adapté à toutes les populations, à tous les contextes ou à tous les moments de la vie. Il n'est pas si simple d'emploi, puisqu'il nécessite un suivi médical régulier, nécessite une bonne adhérence, et comme on en le voit, tout un tas de services additionnels, par exemple autour de l'hépatite B. C'est un outil de prévention du VIH, mais qui ne protège ni des autres infections sexuellement transmissibles, ni des grossesses non désirées, et donc la PrEP ne peut pas se penser sans réfléchir à l'offre de santé sexuelle dans sa globalité. Et au-delà des essais d'efficacité, il y a une nécessité aujourd'hui de documenter les changements sociaux qui peuvent être induits par ces nouveaux outils. La PrEP n'est pas la solution miracle pour éliminer la transmission du VIH, c'est un outil de plus dans l'arsenal, mais il ne sera pas suffisant pour éradiquer l'épidémie. Mais s'il faut nuancer l'enthousiasme autour de la PrEP, ça peut être une opportunité à saisir. La mise en œuvre de la PrEP est une occasion de faire évoluer les systèmes de santé, tant en matière de services proposés, de modèles de soins que de politiques publiques, à condition de ne pas penser uniquement PrEP ou VIH, de recentrer l'offre de santé sur l'ensemble des besoins de chaque population, et à décompartimenter les activités et les financements, car dire qu'on veut offrir une offre globale alors que ce sont des bailleurs différents qui financent chacune des activités et imposent chacun leur logique ne sera pas possible. Je vous remercie.